Et bonjour à tous. Voilà, on est en mer. On voit tous ces beaux bateaux, toutes ces voiles noires là qui remontent le vent. Et nous, on recherche un petit peu de calme, un petit peu de plénitude. Donc on va abattre, on va mettre le génois et on va se laisser filer, se laisser porter par le vent. Et on va pouvoir discuter un petit peu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais préparer mon génois. Ici j'ai la drosse, il faut qu'elle puisse filer librement, etc. Donc je vérifie avant qu'elle se prenne dans rien. Voilà, elle est claire. Je vérifie ici, là, au niveau des chariots, on va l'avancer un petit peu parce qu'après on ne pourra plus. Hop. Là on voit que j'avais noué ça. Hop, voilà. Allez, on va gentiment dérouler le génois. Ça fait longtemps, il va prendre l'air. Il va se désabler un peu parce qu'on a eu beaucoup de sable du Sahara. Voilà, on l'accompagne, on accompagne la drosse pour pas qu'il se déroule d'un coup et que ça abîme quoi que ce soit. Après, on garde la main toujours loin du winch au moment où on va venir prendre le winch dedans. On va ralentir le moteur, on va abattre. Ok, on va abattre encore un petit peu. On voit qu'on est encore loin du vent arrière. Voilà, quel bonheur. Hop, on va abattre encore un tout petit peu. Non. On va l'offer parce qu'on voit qu'on a des vagues qui sont un petit peu de travers, donc ça va avoir tendance à changer le cap au dernier moment. On n'a pas de grand voile, donc pas trop de risque d'empannage, mais nous ce qu'on veut c'est se laisser porter calmement. Voilà, et le meilleur moment c'est maintenant. Bip. Et voilà, on y est, nous y sommes. Ah là là, ça fait tellement du bien. Ça fait tellement du bien. Alors là j'ai vraiment mis les conditions assez cool. Je surveille parce que il y avait des planches à voile qui étaient allées assez loin. Là on les voit là-bas, mais tout à l'heure elles étaient juste à côté du bateau. Ils se régalent. Donc voilà, écoutez, c'est une nouvelle saison qui commence, saison 5, avec pas mal de projets de mon côté. Et du coup je suis un petit peu dubitatif en ce moment. Et vous savez, j'ai toujours fait preuve de beaucoup de franchise envers vous. Beaucoup fait preuve d'essayer d'être le plus sincère possible. Et du coup aujourd'hui il y a un sujet que j'avais envie un peu d'évoquer avec vous, parce que je sais que les beaux jours arrivent, comme vous le voyez. Ça donne qu'une envie, c'est de naviguer. En plus de ça, la météo est beaucoup plus stable en cette saison. Elle permet de pouvoir faire de grandes navigations avec une météo assez stable, ou même plus de facilité pour ces premières navigations. Je sais que bon nombre d'entre vous qui me suivez êtes toujours très attentifs à mes vidéos. Et regardez, la planche à voile, elle vient jusque là. Et pourtant on est loin, hein. On doit être déjà plus d'1 000. Et donc voilà, donc aujourd'hui j'avais envie de vous toucher un peu 2 mots sur justement les personnes qui viennent d'avoir un bateau, se lancent dans l'aventure, veulent se lancer dans l'aventure. Je sais que la majorité des gens qui me regardent sont des personnes, parce que c'est à eux que je m'adresse la plupart du temps, hein. J'ai toujours dit que les experts en voile, ils ont
peu de choses à apprendre ou pas dans mes vidéos, car elles s'adressent vraiment à un public novice, afin de vraiment un petit peu vulgariser, pas vulgariser parce que j'utilise les termes techniques, etc. Donc, mais juste donner l'accessibilité à cet enseignement-là, même si j'aime pas trop ce mot-là, parce que je suis pas moniteur de voile non plus. J'ai un diplôme qui est Yacht Master qui me permet d'être skipper professionnel, mais qui n'est pas un diplôme moniteur de voile FFV. Et même si c'était le cas au travers de YouTube, j'ai pas l'intention d'être un moniteur de voile et surtout de remplacer les cours de voile, quoi. C'est vraiment pas mon intention. Donc aujourd'hui, j'ai une certaine culpabilité qui arrive en moi parce que je me rends compte que des personnes vont venir regarder certaines de mes vidéos, piocher celles qui les intéressent, laisser de côté celles qui sont un peu trop compliquées, rébarbatives et un peu plus poussées, ou surtout au niveau de la sécurité, etc. Et du coup, on se retrouve avec beaucoup de personnes dans les ports. Au niveau des manœuvres de port, encore une fois, j'y reviens, mais aussi sur l'eau. Mais ça se voit beaucoup dans le port. Des personnes qui arrivent avec un voilier derrière la barre en tant que capitaine, et avec des situations, je vais vous en énumérer peut-être quelques-unes, mais des situations qui sont assez déplaisantes. On va voir un peu à qui ça déplaît, à qui ça sert, à qui ça dessert. Voilà, on va vraiment parler un petit peu de tout cet environnement-là. Je pense que c'est important, toujours avec beaucoup de tact et d'humilité, je l'espère. Et il va y avoir des exemples durs, c'est sûr, mais évidemment ce n'est pas la totalité. Il ne faut pas prendre certains exemples pour une généralité, même si aujourd'hui on voit qu'il y a tout un écosystème qui est en train de se mettre en place avec des personnes qui partent en mer et beaucoup trop inexpérimentées. Voilà, donc on va revenir un petit peu là-dessus. Aujourd'hui, on voit un petit peu de tout. Je vais prendre mon téléphone, j'avais noté 2-3 trucs. Mais c'est vrai que aujourd'hui, si vous voulez, en voile, si on se compare, si on se référence au niveau de voile FFV, il n'est en aucun cas conseillé ni recommandé d'acheter son propre voilier avec un niveau 2 de voile, voire même 2 et plus. Voilà, donc du coup, niveau 2 de voile, c'est vraiment la base. C'est quelque chose que vous pouvez faire en 2 semaines et qui déjà vous apporte les bases des bases de la navigation. Mais quand on parle de niveau 2, on parle uniquement de navigation, empannage, lofer, abattre, comprendre le vent, comprendre le système des voiles, etc. C'est vraiment un petit peu le b.a.-ba, du moins dans la plupart des écoles. Après, il y a quelques écoles qui poussent un petit peu la chose dès le niveau 1. Mais sinon, dans l'ensemble, on va vraiment voir au tout début comment pouvoir utiliser un winch en sécurité, des choses comme ça, barrer, comprendre un petit peu le fonctionnement de la barre, etc. Par la suite, en niveau 3, on va demander déjà un niveau un peu plus intermédiaire, de plus longue navigation, des arrivées au port, des choses comme ça. Et encore après, par la suite, on va arriver à un niveau 4, où là on va travailler ce qu'on peut appeler un niveau 4 chef de bord, où là vous allez travailler la vie à bord, le rôle du capitaine, préparer une navigation, et s'occuper d'un équipage, faire régner une bonne ambiance à bord. Et ça commence par le capitaine, ça commence vraiment par lui, la bonne ambiance. Donc c'est très important tout ça, on va beaucoup le voir. J'espère que ça va être captivant pour vous, parce que c'est des choses qu'on voit pas forcément ailleurs. Et aujourd'hui j'ai envie vraiment d'aborder ce sujet. Juste après, je ferai une seconde vidéo où on va, je pense, parler de la différence
entre quelle est la différence d'une personne qui est chef de bord sur un bateau, quelle est la différence d'une personne qui est équipier sur un bateau, avec les points positifs et les points négatifs de chacun. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et je pense que ça va être passionnant également. Voilà. Aujourd'hui, je voulais quand même sur cette vidéo-là mettre un petite alarme sur le fait de vraiment, je vous avais déjà parlé dans une vidéo précédente il y a longtemps, de vous entraîner hors saison sur des pontons vides, vraiment complètement vides, long side, ponton essence, etc. pour vraiment faire toutes sortes de manœuvres. Là aujourd'hui commence à arriver les jours fériés, les beaux jours, etc. Les ports commencent d'un coup à se surcharger. En Atlantique, tout le monde arrive selon les ports à peu près en même temps dû au problème de marée. Donc du coup ça peut être très vite compliqué de se retrouver novice là-dedans. Voilà, donc on arrive vraiment, moi je vois des situations, typiquement un bateau qui arrive sur catway vent arrière. Donc évidemment, voilà, une situation classique et qui démontre en tout cas une situation d'une personne qui est derrière la barre trop inexpérimentée pour être directement capitaine d'un bateau. Parce que aujourd'hui on voit de tout sur internet. Vous pouvez voir des gens jeunes, vieux, très jeunes, adultes, ce que vous voulez, qui prennent des bateaux, qui les réparent un petit peu, des bateaux à moitié, par exemple, c'est un exemple, hein, et qui partent traverser l'Atlantique alors qu'ils n'ont jamais navigué et qui apprennent sur le tas. Et c'est une chose qui est réalisable, mais qui n'est pas un exemple à suivre, vraiment pas. Et des vrais professionnels tels que la SNSM ou les écoles de voile se feront un point d'honneur à vous dire que ce n'est pas un exemple à suivre. Vraiment, ces choses-là, ça arrive, ça peut marcher. L'Atlantique, on peut le traverser à la rame, à la nage. On a tout fait en tonneau, en Zodiac. Tout a été existé parce que l'Atlantique, l'endroit typique des alizés, le passage des alizés, etc. C'est un endroit qui, si on a la chance, et c'est la plupart du temps le cas, ça se passe, c'est entre guillemets un long fleuve tranquille. Ne l'ayant jamais fait, je m'avance peut-être, mais voilà, c'est quand même pas la même chose. Et de toute façon, à partir du moment où on part à 200 mètres du large, je l'ai toujours dit, il faut savoir remonter au vent, face aux vagues, dans une mer un peu formée et avec 30 nœuds dans le bateau de face ou plus. Il faut savoir rentrer par sécurité ou même choisir parce que des fois certains ports deviennent inaccessibles selon certaines météos. Donc il va falloir aussi être vraiment vigilant là-dessus et avoir toutes les clés en main et la connaissance pour prendre les bonnes décisions pour vous et pour votre équipage. Je m'éparpille sûrement beaucoup. J'espère que je vais essayer quand même de trouver un espèce de fil rouge, une continuité à tout ce que je dis. Mais voilà, pour reprendre l'exemple dont je voulais vous parler, on voit une personne qui arrive derrière la barre avec une femme qui était sûrement sa femme à l'avant, avec une amarre dans les mains. Et le bateau arrive vent arrière. Donc vent arrière, évidemment, il va falloir d'une manière ou d'une autre ralentir le bateau pour qu'il ne fonce pas dans le ponton. Ça, c'est logique. Vous avez trois solutions. Soit déjà vous arrivez tout doucement, comme ça vous réduisez votre vitesse au maximum, à la limite de la dérive, de la manœuvrabilité. Comme ça, vous avez moins à freiner le bateau, forcément, puisque le bateau arrive plus doucement. C'est déjà une première chose. Deuxième chose, si vous allez, évidemment, c'est d'amarrer le bateau avec une garde, parce que la garde part de l'avant et retient le bateau vers l'arrière. Donc à partir du moment où la garde est placée et que le tour mort est fait autour du taquet, le bateau ne pourra pas foncer dans le ponton. C'est une deuxième chose. Maintenant, c'est pas une chose à faire quand le bateau avance à 3 nœuds. C'est vraiment le moment où la personne descend sur le ponton, ne saute pas mais descend sur le ponton et fait délicatement un tour mort autour du taquet afin que le bateau finisse sur son aire et freine sa course définitivement. Et après, la troisième chose, c'est évidemment de mettre une marche arrière, parce que ça, c'est le réflexe de tout le monde. Sauf que une marche arrière par vent arrière, bah forcément,
vous allez devoir faire une grosse marche arrière. Et si en plus de ça, vous êtes stressé, vous avez un peu l'angoisse, etc., qu'on a tous hein, pendant une manœuvre forcément, mais qu'en plus de ça, à cause du fait que, regardez-moi tous ces oiseaux, c'est incroyable, hein. À cause du fait que vous êtes un petit peu fébrile durant ce moment-là, vous allez insister sur la manette des gaz en marche arrière. Qu'est-ce que le bateau va faire? Forcément, au moment où il faudrait que le bateau finisse d'aller sur son aire et la personne descende par-dessus les filières et vienne faire un petit tour autour du taquet délicatement, sans stress, pour juste, comme je vous ai dit, arrêter l'air définitivement. On va venir mettre un gros coup de marche arrière au dernier moment après que la personne à l'avant ait hurlé marche arrière. Et une fois que ça c'est fait, forcément le bateau, le pas d'hélice prend en compte, et évidemment au moment où la personne doit descendre, là le bateau s'écarte du ponton et donc la personne ne descend pas, et donc la manœuvre devient à partir de ce moment là très compliquée, mal engagée, voire déjà complètement engagée et mal fait. Et donc qu'est-ce que va faire la personne? Sous victime de son orgueil personnel, elle va commencer à hurler sur la personne à l'avant qui aurait dû faire le grand écart, ce qui est évidemment interdit, pas du tout recommandé, voire interdit à ce moment-là. On en reparlera quand on fera la vidéo chef de bord et équipier, mais encore une fois, les équipiers durant la manœuvre, ils doivent descendre d'un bateau qui est arrêté. Le bateau doit être arrêté au moment où ils descendent sur le ponton. Si ce n'est pas le cas, c'est pas de votre faute. Vous n'avez pas à vous jeter en prenant des risques et à vous jeter à sauter sur le ponton et à accrocher, à faire un lasso sur un taquet pour d'un coup arrêter le bateau, d'accord, ou tirer avec les bras, ou toutes les choses qu'on voit et qu'il ne faut pas faire. Donc toutes ces choses là, c'est à proscrire. Et dites-vous encore que si le bateau n'est pas arrivé arrêté devant les taquets et que vous n'avez pas juste à descendre et faire un tour mort, c'est que la manœuvre a été ratée à partir de la personne qui est derrière la barre. Voilà. Donc pour toutes les personnes qui se font hurler dessus constamment, quotidiennement, parce que ils sont terrorisés de voir qu'au moment où ils doivent sauter, le bateau s'écarte sans que personne comprenne, parce que tout le monde va commencer à mettre en cause le vent, le courant, etc. Alors qu'on est à l'étal, dans la pétole, qu'il n'y a pas un pet de vent, pas un pet de courant, et que c'est typiquement le fait d'avoir mis 3500 tours en marche arrière qui a effectivement décalé le bateau, et que la personne, à ce moment-là, elle a eu raison de ne pas descendre et de ne pas risquer de faire le grand écart. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Il y en a d'autres. J'ai vu donc déjà arriver sur une place de port sans garde, parce que il y a ça aussi. Les gens étaient arrivés sans garde, avec juste une pointe avant, une pointe arrière. Vous ne pouvez pas arrêter un bateau si vous avez juste une pointe avant, une pointe arrière. Alors, au dernier moment, si vous avez un peu de jugeote, vous pouvez prendre la pointe avant et vous en servir de garde, ce qui n'est pas impossible. Mais il faut quand même comprendre ces choses-là qui se voient en niveau 1, niveau 2 de voile. Donc on est très loin des acquis du niveau 4, qui est le feu vert pour vous dire je peux, enfin j'ai les connaissances et la sécurité pour moi et pour mon entourage et pour mes voisins nécessaires pour pouvoir partir en mer. Voilà, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Voilà. Donc après, il y a des cours de voile. Des cours de voile, on voit de tout. Dernièrement, j'ai vu une chose qui m'a sidéré, hein, une école de voile assez réputée, qui est venue, qui vient assez régulièrement sur les pontons de Saint-Denis. Et là, bon, j'imagine qu'ils étaient en stage découverte, peut-être niveau 2 ou 1. Mais dans tous les cas, ce que j'ai vu était assez sidérant. Le moniteur était à la barre. Donc ça, on peut comprendre s'ils sont en niveau 1, on ne va pas leur demander de faire des manœuvres de port directement. Il n'y avait pas de vent, on était à l'étal, etc. Il n'y avait aucun souci au niveau des conditions. Et ils étaient donc 5 sur le pont, plus le moniteur à la barre, mais en long side, hein, donc c'est des choses que moi je fais en solitaire à chaque fois, juste vous avez 2 nœuds à faire, un nœud à faire, vous descendez, vous faites le deuxième, c'est fini quoi. Donc c'est vraiment là, et le long side était vide, donc
à aucun moment il y avait une difficulté quoi que ce soit pour accrocher le bateau, quoi. Et c'est la capitainerie qui a été appelée pour venir, pour que les équipiers de niveau 1 lancent les boots avec dédain, et comme bien sûr on leur a pas appris à faire, donc ça finit dans l'eau, ça fait des nœuds, etc. Et c'est à la capitainerie de se jeter sur les pontons, de récupérer la mare dans l'eau et d'aller venir accrocher le bateau et me faire un nœud de taquet autour du pour amarrer le bateau, pendant que le moniteur regarde bras croisés et que tous les autres gens sont là, les doigts de pied en éventail, en train d'apprécier la vue du port, quoi. Donc c'est des choses, moi personnellement je prends mon exemple, je suis pas moniteur de voile, j'ai beaucoup de gens inexpérimentés qui n'ont jamais fait de navigation, qui sont venus à bord de Saori, j'en ai quand même maintenant plusieurs dizaines, et à chaque fois ils ont participé aux manœuvres et ils savaient, je leur expliquais des choses très simples, typiquement larguer et à bord, et c'était tout ce que je leur demandais. Je leur dirais: tu tires sur celui qui est tendu, tu lâches celui qui est mou, as-tu bien compris? On répète un petit peu avant, voilà, ok, très bien, bon bah ok, du coup je repars à l'arrière, et les personnes sont briefées 15 minutes avant que le moment se passe, et ils sont briefés une fois, ils sont rebriefés une deuxième fois, je leur demande confirmation, et si tout est bon, c'est parti. Donc ça c'est très important. Je pense qu'un jour ça serait intéressant que je prenne une personne complètement inexpérimentée qui a jamais navigué à bord de Saori et qu'on fasse des vidéos à deux. Je pense que comme ça, tout ce que j'explique à chaque fois aux gens, eh ben, vous pourrez en profiter également. Je pense que ça peut être intéressant de voir ma démarche, ma pédagogie, qui vient uniquement du fait que je navigue en solitaire, et qu'en solitaire il faut tout décomposer, il faut tout décortiquer et il faut tout anticiper. Et je comprends que ce mauvais réflexe vient du fait que la plupart des gens naviguent à plusieurs, et du coup ils peuvent toujours compter sur le fait de jeter quelqu'un par-dessus bord pour aller accrocher, de me faire ci, de reprendre la barre, de faire... Il y a toujours quelqu'un sur qui se dédouaner la responsabilité, sur qui hurler, et du coup c'est vraiment une très mauvaise école, je trouve. Évidemment c'est bien de naviguer à plusieurs, etc. Mais la meilleure école c'est de loin le solitaire, parce que vous n'avez pas le choix, vous devez tout comprendre, tout connaître, tout anticiper, et personne n'ira se jeter sur le ponton à votre place. Et donc vous devez comprendre vraiment le fonctionnement de tout, du pas d'hélice, du vent, etc. Et c'est vraiment passionnant. Et après, moi ça m'est arrivé plein de fois de dire aux gens en fin de navigation, ils étaient fatigués, on était 3 à bord, 4 à bord, et de faire la manœuvre en solitaire, parce que je savais comment ça allait être fait, et je savais je pouvais compter sur moi. Et du coup rien n'empêche, quand vous êtes chef de bord, même d'avoir des gens à bord, si vous sentez qu'ils sont pas assez expérimentés à ce moment-là, rien ne vous empêche, ou pas assez dégourdis, rien ne vous empêche de faire la manœuvre tout seul. Vous êtes censé faire votre manœuvre tout seul sur votre bateau. Ça aussi c'est une chose très importante. Donc ces choses-là, il va falloir prendre en compte. Vous rêvez d'avoir votre voilier, vous rêvez, moi-même, tout le monde a des imperfections. Aujourd'hui j'ai encore des imperfections en navigation, tout n'est pas parfait, on a toujours à s'améliorer, on n'a pas besoin d'être niveau 5 moniteur de voile pour commencer à imaginer acheter un bateau, mais on a quand même un minimum de connaissances requis qui est au-delà du permis côtier, puisque légalement, évidemment, on en reparlera un petit peu après, mais légalement vous n'avez même pas besoin de permis bateau. Les gens du coup passent le permis bateau pensant mieux faire que la norme, et du coup prennent ça pour acquis et prennent ça pour suffisant. Et c'est pas parce que vous savez lire une cardinale que vous allez pouvoir amarrer votre bateau avec un vent arrière, ou avec un vent de travers, ou avec une place à tribord alors que votre pas d'hélice vous envoie à bâbord, etc. Tout ça c'est vraiment la base, et c'est primordial. Et je comprends que on est tous en regardant même mes vidéos, c'est pour ça que j'ai cette culpabilité là, parce que forcément quand on voit ça là, on n'a qu'une envie, c'est de foncer, c'est d'y participer, c'est accessible, les bateaux sont pas chers, le permis est accessible, voire même pas nécessaire, donc on n'a qu'une envie. Et en plus de ça, on voit aussi d'autres personnes, nombreuses soient-elles, et je crache pas dessus, hein,
voilà, ils sont pas là pour donner un exemple non plus, ils sont juste là pour partager leur passion, leur voyage, leur trip. Il n'y a pas de souci. Mais des personnes qui partent et qui vous disent je suis parti de rien, et ben j'en entends aujourd'hui d'autres personnes qui me disent je suis parti de rien. Et ça, c'est pas une chose qui est normalement recommandée. Moi, je veux pas prendre mon exemple parce que je veux pas donner de leçons, je veux pas dire que tout le monde doit faire comme moi, etc. Donc je parle pas de mon parcours. Mon parcours, vous l'avez. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que ça fait quand même un petit moment que je fais de la voile, et que quand j'ai pris mon voilier, aussi terrorisé j'étais, et aussi angoissé j'étais à faire mes premières manœuvres en solitaire. J'avais un gros bagage et je savais au moins ce que c'était une garde, une pointe et un pas d'hélice. Voilà, ces choses-là, c'est vraiment des choses qui sont obligatoires avant même de imaginer regarder le prix des voiliers et s'imaginer voyager. C'est vachement important. Je regarde un peu ce que j'avais mis d'autre. Après, bon, il y a aussi du comportement, hein, parce que là, évidemment, les beaux jours arrivent. Moi, j'ai passé 6 mois sur un port au fin fond de l'île d'Oléron, qui était complètement déserté, avec des gens de passage, des gens avec qui j'ai fait des rencontres aussi incroyables. Et c'est pour ça que je veux aussi, je veux pas faire de généralité, mais c'est pour ça que j'en parle aussi. Des gens incroyables avec qui j'ai partagé des moments géniaux. Des gens qui bichonnaient leur bateau, qui savaient exactement ce qu'ils faisaient, que quand ils arrivaient au port on les entendait pas, etc. Et ces choses là, ça fait aussi chaud au cœur, mais on a vraiment le temps de les savourer et on les voit vraiment que quand on est hors saison. Et dès que les beaux jours arrivent, il y a vraiment un autre type de navigation qui s'installe et qui se normalise, et qui, je pense, ne devrait pas. Et c'est des choses qui sont vraiment que ce soit des comportements au port, avec des gens qui vont écouter de la musique à fond, gueuler sur les ponts, gueuler sur leur rooftop, et un peu alcoolisés, et qui commencent à hurler alors qu'à côté il y a 20 bateaux qui demandent qu'une seule chose, c'est de pouvoir lire sur leur petit ponton tranquillement, ou vraiment se poser, voire même faire une petite sieste dans un endroit aussi délicieux que celui-ci. Ou même se reposer pour leur future navigation. Mais non, parce que vous avez 5 personnes alcoolisées, avec le chien, avec la musique, avec les gens qui sautent dans le port, etc. C'est un vrai manque de respect qui s'installe, et qui vraiment ne doit pas se normaliser, qui est vraiment pas la bienvenue. Moi, je suis vraiment parti dans l'idée de retrouver un monde de marins rempli d'humilité, rempli de respect envers la nature, rempli d'entraide, de compassion envers les autres, etc. Et c'est très vrai, mais c'est très peu nombreux par rapport au nombre de bateaux qui sont sur l'eau. Et je déplore un petit peu ça. Et aujourd'hui, par culpabilité, parce que j'ai peur de donner envie aux gens de partir en mer en regardant uniquement mes vidéos, pensant bien faire, et avec trop peu de bagages, j'ai pas envie de créer, d'amplifier cette situation là. Donc aujourd'hui, c'est un énorme disclaimer. J'espère que ce sera bien reçu, j'espère que mes mots sont choisis et pas trop violents, mais on voit des aberrations. Et aujourd'hui, ben, à qui ça profite, à qui ça sert, quel est justement ce nouvel environnement qui est peut-être pas nouveau, hein, que moi je découvre, mais qui est peut-être pas nouveau. Je regarde juste un petit truc. Donc voilà, déjà aussi tout ce qui est, je vous ai parlé du fait que la personne qui est responsable de la réussite de la manœuvre, c'est uniquement le chef de bord, en tout cas la personne qui est derrière la barre à ce moment là, d'accord? C'est uniquement celle-là. Donc je vous prie, arrêtez d'insulter, de hurler sur les personnes à l'avant, parce que lorsque la manœuvre est ratée, si la manœuvre est ratée, c'est à 99%, voilà, à part si vraiment la personne a raté son nœud ou je ne sais quoi, ou s'est cassé la cheville quand elle est descendue sur le ponton. Mais techniquement, si le bateau est arrêté, il n'y a à aucun moment, je veux dire, un enfant pourrait le faire. Voilà, un enfant peut le faire. Bon, après, il y a d'autres conditions, évidemment, si les conditions sont un peu plus dures, et que là, il faut quand même être expérimenté, encore une fois, pour pouvoir
arrêter un bateau quand vous avez 30 nœuds en travers. Mais hurler sur les personnes à l'avant, bah d'une, c'est bon, c'est pas gentil pour la personne qui est à l'avant, qui peut rien faire parce qu'elle n'a pas la barre dans les mains. De deux, ça vous décrédibilise un petit peu des gens qui sont autour, qui vous regardent. De trois, c'est hyper désagréable pour ceux qui sont dans leur bateau, qui vivent leur petite journée classique et qui entendent à certains moments, pendant les jours fériés, les grands rushs, etc., hurler du matin au soir. Entre la personne qui est à l'avant qui dit « mais marche arrière !» et l'autre qui dit « mais c'est de ta faute !» etc. etc. C'est des trucs qui sont très désagréables, qui sont très peu marins et qui aujourd'hui se voient quand même assez régulièrement. Voilà. Encore une fois, la capitainerie, ils sont pas là pour accrocher des bateaux. D'accord ? Je vais parler d'un truc hyper important parce qu'il y a un gros malentendu sur une chose. Je vais juste boire un coup d'eau. Voilà, excusez-moi, je vérifie que j'ai de la batterie encore. Ouais, nickel. Et ça filme encore. Et ça filme encore. Que 30 minutes au final. Bon, je me suis beaucoup éparpillé, hein, mais j'ai beaucoup de choses à dire, c'est très difficile. Il faut que je trouve mes mots pour froisser personne, etc. Moi aussi, je suis passé par des moments où j'avais pas toutes les clés en main, mais il y a des bases quand même qui sont vraiment nécessaires. Et celles-ci, elles sont indispensables avant de partir en mer. Donc voilà, il fallait que j'en parle un petit peu. Donc du coup, quel est le gros malentendu qui est fait? C'est de dire il y a de l'entraide entre marins, c'est très appréciable parce que quand on arrive au ponton, les gens qui sont là par miracle, on ne sait pas comment d'ailleurs, les gens savent pas comment, mais les gens, étrangement, il y a des gens qui poussent comme ça, comme des taupiqueurs, qui sortent de terre et d'un coup qui surgissent de nulle part et qui sont là avec le grand sourire pour vous aider gentiment à accrocher votre bateau. Ça, c'est le malentendu. Ça, c'est ce qu'on croit parce qu'on part du principe, et c'est vrai, que les marins, il y a de l'entraide, etc. Et c'est une vérité. Et on peut croire aussi que la capitainerie, il y a juste à les appeler, à se signaler, ils vont vous trouver une place et en plus de ça, ils vont descendre sur le ponton, ils vont venir vous accrocher votre bateau. Ça, c'est aussi enfin vraiment ouais, comment dire, pas une incompréhension, mais une méprise, voilà, enfin un truc qui est c'est un truc qui est confondu avec la vérité. Et la vérité, alors je sais pas faire pour qu'il n'y ait pas trop de vent, je suis désolé, il y a un petit peu de vent, pourtant je me suis mis vent arrière exprès pour qu'on puisse discuter. Peut-être mettre comme ça, peut-être mieux. Donc du coup, la vérité, c'est que quand des personnes arrivent à 3 nœuds dans le port, avec des marches avant, marches arrière dans tous les sens, etc., ça fait flipper tout le monde. Tout le monde sait et a déjà vu des bateaux rentrer dans d'autres bateaux. Donc du coup, tout le monde prend peur, tout le monde sort en précipitation de son voilier, ou regarde au moins par le hublot dans un premier temps, et puis s'ils voient que c'est la galère, sortent et surgissent de nulle part en interrompant à l'instant tout ce qu'ils étaient en train de faire, que ce soit urgent ou pas, pour sortir et pour venir faire en sorte que vous vous accrochiez sans trop de dégâts. Voilà, ça c'est une vraie chose. Et la capitainerie également, ce sont des gens, et cette entraide-là, elle existe dans un cas qui s'avère vrai. C'est si vous êtes en avarie, si vous avez une panne moteur au milieu du port, si vous avez un problème de direction, un problème de safran, un problème de quoi que ce soit, qu'il y a un truc anormal, une avarie, donc quelque chose d'anormal qui vous empêche d'être à 100% de vos capacités de manœuvre, à ce moment-là, évidemment, tout le port va avec un sourire sincère sortir pour venir vous aider. Évidemment. Et la capitainerie y compris, etc. À ce moment-là, oui. Maintenant, dans aucun cas, quand c'est pétole, quand vous êtes à l'étal, qu'il n'y a pas un pet de courant,
il n'y a aucune raison que quelqu'un vienne vous accrocher. Ça, c'est hyper important. Techniquement, vous êtes même censé pouvoir accrocher votre bateau seul. Donc quand vous êtes 12 sur le pont, à aucun moment vous avez besoin de encore 3 autres personnes sur les pontons qui sont en train d'interrompre ce qu'ils sont en train de faire, ou la capitainerie, pour venir accrocher. Voilà, il faut bien comprendre que cette entraide-là, elle est si vous avez quelque chose, une avarie qui vous empêche de pouvoir faire ce que vous faites en temps normal. C'est hyper important de comprendre ça. Parce que du coup, ça change la mentalité. Et normalement, vous n'avez pas à jeter une amarre au premier clampin qu'il y a sur le ponton et qui est assez de bonne volonté pour venir vous aider, alors que vous venez de faire peur à tout le port. Voilà. Donc c'est hyper important de comprendre ces notions-là et de ne pas vous retrouver dans cette situation-là, parce que c'est agréable pour personne. Et puis si les personnes le font une fois pour vous, bah peut-être qu'ils l'ont fait 12 fois dans la journée pour tous les autres bateaux qui arrivent en catastrophe à chaque fois. D'accord? Encore une fois, dans de la pétole et sans courant. Parce que si vous êtes dans 4 nœuds de courant, le bateau en crabe et à la limite de la manœuvrabilité, etc., évidemment, n'importe qui viendra vous aider, etc. C'est là où évidemment, c'est vrai, ce dicton, ces propos sont vrais. Parce que, évidemment, si vous avez quoi que ce soit comme problème, ou même un moment difficile de manœuvre, on va venir vous aider. On va venir gentiment vous tendre la main avec grand plaisir. Maintenant, s'il y a pétole, si vous êtes 12 sur le pont, ou même si vous êtes 2 sur le bateau, eh ben, il n'y a aucune raison que quelqu'un bouge pour vous aider, comprenez-le. Donc après, évidemment, s'il y a d'autres gens sur le pont, à ce moment-là, sur le ponton, qui sont en train de faire je ne sais quoi, et que par pur hasard, à ce moment-là, il y a quelqu'un, il se retourne, il peut tenir le bateau le temps que vous vous attachiez. C'est pas impossible. Mais ça, c'est vraiment un pur hasard sur lequel on ne peut pas compter, parce qu'on ne sait pas quand on va arriver, qui y aura, etc. Donc si d'un coup les gens sortent de leur bateau et viennent vous voir, dites-vous que c'est que vous leur avez fait peur. Dites-vous que c'est que vous les avez dérangés. Dites-vous que c'est qu'à ce moment-là, dans votre manière rien que de manœuvrer au moteur, ça a mis un haut le cœur à tout le monde et une boule au ventre qui a fait que les gens sortent de leur bateau. Normalement, dans une journée classique en plein été où il y a 30 bateaux qui partent, 30 bateaux qui reviennent, on n'a pas à s'interrompre et à sortir à chaque fois, et c'est de la fausse courtoisie à ce moment-là, comprenez-le bien. Comprenez-le bien que si les gens sortent, c'est pour préserver l'intégrité de leur propre bateau. Et si la capitainerie arrive, c'est peut-être pour préserver leur ponton. Mais en aucun cas, c'est par voilà, et des gens vont me dire le contraire, j'imagine. Mais ceux qui le vivent vraiment, je vous assure que nombreux sont d'accord avec moi. Et donc, c'est une vraie limite entre courtoisie et abus d'être trop inexpérimenté, d'être dans un milieu qui est encore pas le vôtre à 100%, quoi. Donc c'est important aussi de comprendre ça, de vraiment l'humilité. C'est la qualité numéro 1 d'un skipper, et l'orgueil, c'est le défaut numéro 1 d'un skipper. C'est vraiment les personnes qui sont skippers, qui voient que la manœuvre se passe à moitié et qui restent bras croisés derrière la barre en hurlant après les 12 personnes sur le pont, qui sont tous plus soit terrorisés, soit inexpérimentés, soit confus, même confus sur le moment. Une manœuvre commence à se passer mal, vous êtes à l'avant du bateau, vous voyez que le bateau arrive en travers, va foncer dans un autre bateau, vous ne pouvez strictement rien faire. C'est la confusion qui vous prend, c'est le stress, et forcément, bon là c'est pas à vous d'hurler sur le capitaine, parce qu'il ne faut pas non plus en rajouter, parce que c'est lui qui est censé être en stress et en panique à ce moment-là, et qui est censé prendre sur lui et faire preuve de sang-froid. Donc là il faut juste se taire entre guillemets et attendre des ordres concis, précis, etc. Et c'est tout. Et ceux qui sont à la barre, ils doivent se bouger un peu, sortir de derrière leur barre, faire un peu des choses, donner des ordres concis et au préalable. Parce que souvent je vois une manœuvre qui se rate, et après le capitaine qui va hurler sur la personne en lui disant mais non, mais il fallait que tu fasses ça, et après que tu fasses ça, et il lui fait une liste détaillée
de tout ce qu'il fallait faire, mais il lui dit qu'après. Il lui dit qu'après, ou à 1 mètre de sa marée. Et là, je suis peut-être en train d'hurler, je suis peut-être en train de m'énerver, ce qui n'est pas le cas, hein. C'est vraiment, enfin c'est un ras-le-bol général, je vous en avais déjà parlé l'année dernière. C'est de pire en pire, dès que les beaux jours arrivent, c'est de pire en pire. Donc c'est vraiment pas agréable, ça casse tout le charme du petit port tranquille, mignon, où tout le monde est dehors, parle à voix basse, enfin parle normalement, même pas à voix basse, mais normalement, sans mettre la radio à pleine balle avec les pubs à fond, parce qu'on a trop l'habitude de sa radio à terre, etc. Et du coup, on emporte tous ces défauts de terrien, on les met le plus rapidement possible avec le chien, avec la radio, avec la télé, avec tout, avec l'alcool, etc. Et on rajoute le maximum de choses pour vraiment se retrouver comme à la maison et dénaturer totalement l'ambiance d'un port. Alors évidemment, je critique pas, évidemment, attention, un chien peut très bien aller sur un voilier si c'est fait dans de bonnes conditions. Un bateau, un gros bateau, j'ai rien contre les gros bateaux à moteur, double coque, grand rooftop et un écran plasma de 2 mètres. C'est pas ça le problème, c'est vraiment, il n'y a aucun souci à aimer ce confort là et à profiter d'aller au moteur d'endroit en endroit et de profiter comme ça. Je critique pas ça, je critique vraiment le manque de respect, de courtoisie par rapport à l'environnement autour, quoi. Les bateaux sont quand même collés 1 mètre, il n'y a même pas 1 mètre entre chaque bateau. Donc il y a vraiment une vraie intimité. Quand vous tous les soirs, parce que vous avez bu, vous courez aux toilettes ou sur les pontons ou quoi que ce soit, et qu'à chaque fois, ou même pas forcément avec de l'alcool, hein, juste des personnes qui sautent sur les pontons, sur les petits catouets 10 fois par jour, 20 fois par jour. Bon bah la personne qui est dans son bateau à côté, dites-vous que 20 fois par jour elle fait le bouchon, elle fait l'élastique et à chaque fois ça tire dans ses amarres et ça va. Alors c'est peut-être pas grand chose, mais rien ne vous empêche de vous tenir au banc comme on doit faire. Vous vous tenez au banc, vous passez un pied par-dessus la filière, un deuxième pied par-dessus la filière, vous descendez un pied sur le catouet et vous descendez un deuxième pied sur le catouet. C'est le b.a.-ba en fait encore une fois, ce qu'on doit apprendre avant de partir en mer, etc. Et c'est pas je fais un saut par-dessus les filières et j'atterris sur le catouet, puisque c'est vraiment un manque d'altruisme. Il y a vraiment un manque d'altruisme. Et encore une fois, je voulais vraiment venir sur cette courtoisie. Il ne faut pas en abuser, il ne faut pas en user et en abuser. Encore une fois, quand c'est pétole et qu'il n'y a pas de courant, que c'est létal, il n'y a aucune raison que quelqu'un ait besoin de sortir de leur bateau ou que la capitainerie ait besoin de traverser tout le ponton pour venir vous accrocher, parce que la capitainerie, ils ont d'autres choses à faire. Ils ont vraiment d'autres choses à faire. Toute la journée, ils doivent entretenir la capitainerie. Les mecs de la capitainerie, dites-vous que c'est aussi ceux qui nettoient les douches. C'est pas des femmes de ménage qui sont à chaque fois dans toutes les capitaineries que j'ai vues. C'est les mecs qui s'occupent des pontons, qui s'occupent aussi des douches, qui s'occupent aussi des réparations, qui s'occupent aussi de la radio, qui s'occupent aussi de placer les mecs, qui s'occupent aussi de la gestion des places, qui s'occupent de tout. Voilà, vous avez des personnes dédiées à l'accueil, mais derrière, les mecs qui sont sur le terrain, ils font tout. Donc quand ils sont en train de vous accrocher, ils sont pas en train de faire d'autres choses qui sont sûrement plus importantes. Donc c'est important de ne pas abuser de cette situation-là et de bien comprendre que on vous tendra toujours la main si vous avez une avarie, si vous êtes à moitié en perdition dans du courant, etc. Mais quand je dis dans du courant, c'est dans du vrai courant. C'est dans un cours d'eau, etc. Quand vous arrivez dans le port, à l'étal, que vous mettez une marche arrière à 3500 tours minute et que le bateau d'un coup il avance en crabe et que vous dites ah c'est incroyable le courant qu'il y a ici, alors que vous êtes à l'étal par petit coef dans un endroit où au maximum vous avez 0,4 nœuds de courant, 0,3 nœuds de courant, c'est pas du courant, c'est pas du courant, c'est encore une fois et c'est là où il faut aussi pas être orgueilleux à dire
je vais rendre coupable le vent, les éléments, etc. Les éléments, et ça c'est quelque chose qu'on apprend en solitaire, c'est votre meilleur ami au final. C'est celui qui va permettre justement de vous donner un ordre de manœuvre. Et c'est typiquement la manœuvre que j'ai fait au début. Vous avez bien vu que le vent, quoi qu'il arrive, il allait gagner parce qu'il y en avait quand même un petit peu. Et que je me suis dit qu'au final, le mieux, c'était vraiment de juste contrarier un petit peu le pas d'hélice avec la barre pour essayer de reculer le plus droit possible. Et après, par la suite, laisser faire le vent. Donc ça, c'est mon meilleur ami. J'ai même pas besoin de faire marche avant, marche arrière, barre à droite, barre à gauche, barre à ci, etc. J'ai juste, à 1000 tours minute, j'ai juste laissé faire les choses. Et en plus de ça, tous les gens qui étaient autour, si vous regardez, il n'y en a pas un qui est sorti, il n'y en a pas un qui a levé la tête, il n'y en a pas un qui est allé en catastrophe, etc. Parce que un bateau qui avance à 1000 tours minute et qui fait sa manœuvre à 0,5 nœuds, dans de la pétole, ça fait peur à personne. Et en plus de ça, s'il a les pare-battes placés, il peut même faire l'auto-tamponneuse dans tout le port. C'est pas grave parce qu'il va doucement et qu'il a des pare-battes. Donc les gens prennent même pas besoin d'interrompre leur petit moment de plaisir, que ce soit ceux qui vivent à bord à l'année et qui du coup, très peu nombreux soient-ils, et qui du coup vont interrompre ce qu'ils sont en train de faire, que ce soit important ou pas, ou que ce soit même des gens qui sont là pendant que 2 jours et qui ont envie de profiter du calme, du port qui règne et qui est tellement appréciable en plus quand c'est le cas. Quand c'est le cas, c'est d'un délice, et les gens en plus, voilà, ça se dit bonjour délicatement, ça s'échange quelques mots sans trop envahir les autres et tout, et c'est vraiment dans un but de partage, d'échange, et tout ça, ça existe, et tout ça c'est vrai, tout ça c'est sincère, mais ça peut pas l'être si vous êtes rentré dans le bateau la veille, quoi. Comprenez que ça casse un peu ça casse le charme, quoi. Ça casse le charme. Écoutez, j'espère que je sais pas trop comment ça va être interprété, j'ai pas eu vraiment de fil conducteur, j'ai pas eu de tout ça. Je vais voir un peu si j'ai pas oublié quelque chose de tout ce que je voulais dire. J'ai parlé de l'orgueil, j'ai parlé... Ah oui, je voulais parler aussi d'un autre truc. Encore une fois, on va peut-être en parler dans la vidéo suivante avec le rôle de chef de bord. Mais je peux déjà vous en toucher 2 mots rapidement. Être chef de bord, c'est pas parce qu'il y a le mot chef de bord que ça vous donne des droits en fait. Être chef de bord, ça donne des devoirs. Ça donne uniquement des devoirs et des responsabilités. Il faut bien comprendre ça. Être capitaine, chef de bord, ce que vous voulez, maître de navire, c'est uniquement des responsabilités, et il y a un seul moment et unique moment où votre voix passe avant tout le monde, c'est en cas d'avarie grave, en cas de sécurité, si quelqu'un s'est fait mal, si quelque chose, s'il y a une manœuvre de voile importante à faire, etc. Là, c'est votre voix qui passe avant tout le monde, et c'est pour ça que vous êtes chef de bord. Mais en cela, ça ne vous donne que des responsabilités et que des charges supplémentaires sur vos épaules, d'accord? Et ça ne vous donne en aucun cas le droit de hurler sur quelqu'un. Si vous levez la voix sur quelqu'un, c'est que votre rôle de chef de bord, techniquement, si vous étiez en stage de voile chef de bord niveau 4, vous hurlez, à partir du moment où vous hurlez sur quelqu'un, vous ratez votre niveau 4. C'est éliminatoire instantanément. Donc, si vous levez la voix à dire à quelqu'un mais t'as pas compris, etc., et c'est pas forcément hurler, dire des insanités, ça peut être juste parler avec vraiment un peu vraiment voilà, avec je sais, j'ai pas le mot, excusez-moi, mais là j'en peux plus, j'ai plus les mots, mais voilà, avec un peu de violence et de devoir répéter à la personne, dire à la personne tout ce qu'elle aurait dû faire, tout ce qu'on aurait dû lui dire 15 minutes avant, et de lui dire comme ça sur le ponton, une fois que le bateau, il y a une rayure de 1,50 m entre le catouet et le bateau, quoi. Donc c'est dommage, et là c'est encore une fois la responsabilité du chef de bord, que je vous invite à découvrir dans la prochaine vidéo. Voilà,
je pense que là, ça fait partie de la pédagogie aussi. Ça fait partie de mon rôle un petit peu de... Je me rends compte que beaucoup de gens me suivent, donc du coup je donne envie à beaucoup de gens de passer le cap. Et finalement, je suis en train de me culpabiliser de devoir faire ce genre de vidéo là, qui je pense est intéressante quoi qu'il arrive. J'essaye pas de dénoncer, de rentrer dans les gens et de les et voilà, et peut-être que vous êtes reconnu dans certains de mes propos, etc. Mais le but, c'est vraiment un but utopiste, de bienveillance, de vouloir faire en sorte que tout le monde s'entende bien, que ce soit les bateaux à moteur, les personnes qui viennent pour faire la fête et pour boire dans les bateaux, les personnes qui sont passionnées, les personnes qui ont des petits bateaux, les personnes qui ont des bateaux de location, les bateaux de pêche, la SNSM, la capitainerie. On est beaucoup sur l'eau, on est beaucoup à interagir tous ensemble. Il faut vraiment les cargos, les trucs. Il y a beaucoup de monde sur l'eau et dans les ports. Et il faut comprendre que c'est pas comme si vous étiez chez vous dans votre petit carré de jardin à pouvoir vivre votre vie tranquillement sans faire attention aux autres. Il y a vraiment une proximité dans les ports qui est important, et ça commence vraiment par les manœuvres de port. Ça commence vraiment par là, le fait quand on voit un bateau arriver sans garde, on se dit, on perd tout espoir, on se dit qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez beau sauter sur le ponton, etc. C'est tout à refaire en fait. Donc ne prenez pas exemple, je finirai là-dessus, ne prenez pas exemple sur les gens qui partent en mer sans aucune expérience et qui vivent des aventures de dingue, etc. Tous ceux qui ont des aventures pourries et qui en ont honte, ils ne vous le diront jamais, vous ne le verrez jamais sur internet. Donc n'en sort que les chanceux, parce qu'il y a vraiment une vraie partie de chance. Pour moi, traverser l'Atlantique sans expérience, c'est faisable, mais ça demande une vraie partie de chance, surtout au niveau de la météo, parce que bon, on peut prendre un bateau sûr, etc. Mais au niveau de la météo, on sait qu'il peut tout y avoir hein, dans ces endroits. Les alizés peuvent varier aussi. Surtout en ces périodes, de plus en plus. Donc du coup, il faut quand même garder cette humilité là qui doit être le mot d'ordre de tous, et qui permet de pouvoir partager cette passion, vivre ce rêve tous ensemble dans de bonnes conditions. Je vous assure que ne pas pouvoir aller se doucher ou ne pas pouvoir aller aux toilettes alors que vous avez envie d'aller aux toilettes, mais vous ne pouvez pas parce que vous savez que c'est marée haute et que on est jour férié et que ça va être auto-tamponneuse dans un quart d'heure ou dans 10 minutes. Et du coup, il va falloir attendre ce moment-là, que tout le monde arrive, que le port se remplisse pour pouvoir aller aux toilettes après. Toilettes qui, étrangement, tout l'hiver, alors qu'il y a du monde quand même, hein, tout l'hiver sont nickel, respectés, nettoyés. La capitainerie, ils n'ont même pas à passer autour des lavabos tellement les gens le font, etc. Et dès qu'arrivent les jours fériés, etc., les toilettes sont ravagées. Il y en a jusqu'à par-dessus la cuvette. C'est un comportement quand même qui apparaît le 1er mai ou le 1er juin et qui disparaît totalement le 31 août. Donc il y a quand même ça à faire attention, à ne pas... Alors c'est l'été, il y a aussi le côté un peu festif et tout, donc moi le premier, j'adore cette saison et j'adore profiter de ces saisons avec des gens là, etc. Mais j'ai pas l'impression que ça me donne le droit de repeindre les toilettes d'en bas jusqu'en haut pour X ou Y raison. Voilà. Donc si j'ai mangé trop de moules, trop d'huîtres et bu trop de rosé et que je pourris les toilettes, et ben je nettoie, parce que c'est vraiment un comportement qui vraiment apparaît et disparaît. C'est vraiment un truc qu'on peut dénoncer. Donc pour tous ceux qui regardent cette vidéo là pendant cette début de saison, etc., et ben essayez de prendre en compte toutes ces choses là. C'est peut-être des exemples qui paraissent fous, mais ça fait vraiment partie du quotidien des belles journées. En plus de ça, c'est des journées où nous aussi on aimerait apprécier. On se tape tout l'hiver avec les tempêtes, etc., pour aussi pouvoir apprécier ces moments là de plénitude
et pas avoir des moments où voilà, pour ceux qui vivent à bord et même pour les autres, bah, les douches, les toilettes, c'est un endroit commun, c'est un endroit qui fait partie de notre vie et dans lequel on y passe tous les jours pour pouvoir s'occuper de soi, quoi. Donc forcément, si pendant une semaine de vacances ou même 2 semaines, 3 semaines, tout est tout le temps pourri, dégueulasse, bah c'est aussi, ça fait partie de votre salle de bain, ça fait partie de vos toilettes, c'est là où vous étiez pendant tout le restant du temps et que c'était nickel et que vous avez maintenu nickel, impeccable, vous et les autres, encore une fois. Donc ça ne donne aucun droit, quoi. Bon, c'est rigolo, il y a aucun casier, aucune bouée, rien. On est tranquille, on a l'île d'Aix là, le Fort Boyard là, La Rochelle là, on se rapproche, on est en dessous de la zone de mouillage. Donc voilà, je vais pouvoir après commencer à lofer. Écoutez, la saison commence. Alors la saison pour Saori commence. J'ai pas mal de choses à vous dire. Encore une fois, je culpabilise, je ne sais plus par où commencer. En fait, je sais plus par quoi commencer aujourd'hui mes vidéos. Pour être tout à fait franc avec vous, dans moins d'un mois, je retrouve mes 2 marins de compétition avec qui j'ai passé le Yacht Master, avec qui j'ai traversé la Manche, avec qui j'ai une confiance absolue et des personnes très expérimentées. On va se retrouver et on va passer une extension du Yacht Master qui s'appelle l'Ocean Master. Donc ça, c'est en projet pour l'instant, on n'est encore pas inscrit, etc. Mais notre projet, ça serait de passer l'Ocean Master. Et là encore, ça nous demande de faire 600 000. Ça nous demande surtout d'apprendre à la navigation astronomique, la navigation avec les étoiles, la navigation avec le soleil, la navigation avec les astres. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de passionnant. Au stade où j'en suis, je pense que c'est quelque chose d'accessible, d'intéressant, etc. Donc on va voir, je vais voir, apprendre tout ça. En plus, je suis quand même un petit peu... j'aime beaucoup les constellations, tout ça, ces choses-là, ça m'intéresse. Bon, finalement, le sextant, ça se fait énormément avec le soleil, pour des raisons simples. Mais on va voir tout ça, je suis en train de découvrir ça. Il faut en plus de ça que je l'apprenne en français pour la première d'abord, mais surtout en anglais pour pouvoir passer l'examen. Ça, c'est des choses passionnantes. Passionnantes. C'est incroyable. Les calculs, etc. Il y en a pour... il y a 30 calculs pour arriver de la première prise de mesure au résultat final. Et c'est des calculs compliqués, intéressants, physiquement passionnants. Et j'ai qu'une envie, c'est de vous le partager. J'ai qu'une envie, c'est de vous parler de la navigation avec les étoiles, la navigation astronomique, tout ça. Forcément, ça me donne envie de vous en parler. Mais du coup, je me dis que ça va vous donner goût à acheter un bateau et acheter un sextant pour faire pareil, puisqu'il suffit de quelques dizaines de milliers d'euros, voire moins, et un permis côtier, voire même pas, et un sextant pour faire ce que je pourrais vous présenter, ce que je pourrais vous partager. Et du coup, ça donne envie. Mais c'est une étape finale et c'est quelque chose qui, entre guillemets, se mérite une fois qu'on est passé par déjà de la navigation de nuit, des manœuvres de port en veux-tu en voilà, etc. Et des manœuvres de voile, tout ça c'est des choses. Et puis même des rôles de la sécurité. D'abord, il faut voir toute la sécurité à bord d'un bateau. Donc toutes ces choses là, il faut d'abord passer par là pour pouvoir un petit peu parler d'astronomie, etc. et voir plus, enfin, toutes les choses qui font rêver, quoi, de longues traversées, de toutes ces choses là qui doivent être moteurs pour vous, qui doivent vraiment, comme nous tous, on regarde le Vendée Globe, moi le premier, on n'a qu'une envie, c'est de se dire, pas je ferai pareil, mais je me vois bien dans cette situation là, avec ces équipements là, etc. Mais avant ça, il y a tellement de choses. Et pourtant, il y a 600 vidéos sur ma chaîne. Des manœuvres de port, il y en a un paquet. Il n'y en a pas suffisamment. Je pense qu'on pourra en refaire encore et encore. Mais je pense que ce qui manquerait peut-être sur la chaîne aujourd'hui, c'est des vidéos à plusieurs. Donc là, je vais être à plusieurs. Je ne sais pas si je ferai des vidéos ou pas. Ça m'étonnerait.
Mais un jour, j'aimerais bien, je pense, faire une vidéo avec quelqu'un qui a jamais navigué, qui est complètement inexpérimenté, qui est ok pour passer sur YouTube, et avec qui à chaque fois on fait les manœuvres, on fait tout ensemble, etc. Je pense que ça peut être sympa. Mais là encore, ça ne remplace pas le fait qu'avant d'acheter un bateau, il va falloir gravir les échelons et atteindre un niveau 4 chef de bord en pratique. C'est pas forcément en cours de voile, ça peut être en cours particulier. J'ai vu des gens faire des cours particuliers par beau temps, enchaîner les manœuvres toute la journée, etc. Et je les félicite dès demain. Parce que c'est par là qu'on doit commencer. Avant de se lancer à regarder, à feuilleter les sites des bateaux d'occasion, c'est par là qu'on doit commencer. Et ils sont en proportion, c'est moins de 10%. Et encore une fois, je les félicite, je les encourage, et vraiment, je leur dis un grand bravo d'avoir cette humilité, d'avoir compris la nécessité de devoir au préalable maîtriser l'engin avant de se retrouver seul à la barre et de commencer à hurler sur les autres. Voilà. Donc écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. J'ai pas envie de repartir encore dans des sujets. Quand même regarder si j'en ai pas oublié un grave. Ça j'ai parlé. Enfin j'en ai parlé, excusez-moi, je parle pas français. Ça j'en ai parlé. Ah oui, le dernier truc que j'en ai pas parlé, c'est du coup à qui ça sert et à qui ça dessert. Donc je vais encore boire un petit coup d'eau. Et je vois qu'on est à 1 heure et qu'il n'y a plus que 7 minutes, 7%, donc je vais faire très vite. À qui ça sert, à qui ça dessert ces comportements-là. Parce que vous en parlerez dans... Vous en parlerez partout autour de vous. La capitainerie va s'en plaindre, la SNSM va s'en plaindre, les magasins d'accastillage vont s'en plaindre, les assurances vont s'en plaindre, etc., etc., etc. Mais, et le mais est là, et je pense l'assumer aujourd'hui, pouvoir dire ça, sans, encore une fois, j'envoie pas des pics à personne, ne prenez pas mal, c'est un constat que je fais, je déplore un peu la situation. Voilà, c'est personnel. Après, à vous de vous faire votre propre opinion avec ce que vous voyez autour de vous. C'est important. Je ne parle que de ce que je vois. Je parle pas d'internet, je parle pas de forum, je parle rien du tout. Je ne parle que de ce que j'ai vu, de mes yeux vus, quoi. Et je regarde sous le génois, c'est bon. Et du coup, à qui ça sert? Et en fait, tout le monde s'en plaint. Mais au final, les magasins d'accastillage, ils se gavent grâce à ça, parce que ça vient racheter des petits trucs tout le temps, parce que ça a pété le chandelier, ça a pété les filières, ça s'est rentré dans le truc. Il y a toujours des petites choses. Les chantiers, ils se gavent parce que c'est des petites réparations payées sous l'assurance. Donc le mec, il est entre guillemets obligé de... Quand vous rentrez dans quelqu'un, vous rayez son bateau. Évidemment, c'est vous qui payez pour l'autre, quoi. Donc du coup, les chantiers, ils se gavent parce que c'est les assurances qui payent, donc ils y vont pas de main morte. Et ils font des petites réparations qui coûtent une blinde parce qu'il faut sortir le bateau de l'eau ou pas, ou parce que c'est les plus petites réparations, c'est ce qui coûte le plus cher, à proportion en tout cas. Au niveau des assurances, ils se gavent aussi parce qu'à chaque fois ils augmentent le prix des assurances. À chaque fois qu'il se passe un problème, ils vous enlèvent ils vous mettent entre guillemets du malus. Ça marche pas comme ça, mais vous inquiétez pas qu'ils vous rajoutent votre truc à l'année si vous avez des problèmes. Qui d'autre se gave? Bon, la capitainerie, les pauvres, c'est les seuls qui déplorent la situation. Ça, c'est sûr que eux ils sont vraiment à bout, quoi. Enfin, je les trouve tous très souriants, très aimables, très gentils, mais c'est vraiment pas facile. Essayez de leur simplifier la vie à ces pauvres gens, parce que ils sont super braves, super adorables. Ils sont là pour vous, ils peuvent vous dépanner de si il vous manque un petit truc et tout. Ils sont à l'écoute, ils sont là. Bon, pas tous, hein, évidemment. Il y a des ports, c'est pas forcément le cas, mais la grande majorité des ports, c'est le cas.
et autant qu'ils soient là pour des choses humaines que pour accrocher des bateaux dans la pétole, quoi. Donc au final, et puis ça arrange évidemment tout ce qui est broker et compagnie, parce qu'ils vendent des bateaux à tour de bras, puisque vendre un bateau à quelqu'un qui n'a pas d'expérience, il y a plus de gens dans ce cas-là que des gens qui ont un niveau 4 chef de bord et qui cherchent un bateau. Pour le coup, ces gens-là, souvent déjà, ils ont déjà une petite idée, ils ont déjà testé plusieurs bateaux, ils savent de quoi ils parlent, ils savent vérifier un minimum leur bateau, parce que dans un niveau chef de bord, on va vous apprendre aussi à vérifier un minimum votre moteur, des courroies, des presses et toupes, des choses comme ça, des choses basiques que vous êtes censé savoir, quoi. Donc ça sert un peu à tout le monde, et du coup tout le monde s'en plaint, mais en vrai il y a un vrai business derrière, parce que ça remplit un peu les caisses de tout le monde, et du coup au final ça passe, et du coup c'est nos limites, et du coup il n'y a aucun comportement qui va être réprimandé, jugé ou quoi que ce soit. À part ma vidéo, vous entendrez nulle part quelqu'un se plaindre de ça. Voilà, donc ça permet aux gens inexpérimentés de partir en mer facilement. De toute façon, il y a la SNSM. Enfin, c'est honteux, c'est vraiment honteux. On arrive à des trucs, à des situations qui pourraient vraiment être évitées. Et les premiers à déplorer ça, c'est, à part moi, c'est la capitainerie et la SNSM, je pense. Et tous les autres, ils le déplorent faussement. Et au contraire, ça sert un peu à remplir les fonds de tiroir, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas pour voilà, hein, je rentre pas dans le c'est pas du complotisme non plus, ou des lobbies ou ce que vous voulez. C'est un petit peu comme ça que ça marche en ce moment, et au final les gens s'en plaignent quand vous vous en plaignez, et disent que c'est pas bien grave quand vous dites que c'est pas bien grave. Donc ils vont vraiment dans votre sens, dans le but d'arrondir les angles, et dans le but de, au final, vendre plus de bateaux, vendre plus de réparations, vendre plus d'accastillage, vendre plus d'assurance, vendre du rêve, quoi. Vendre du rêve, mais qui au final ça finit les bateaux en auto-tamponneuse dans les pontons. Donc voilà. Écoutez, je voulais vous faire un petit peu peur quand même, hein. Je voulais vous, quand même, si j'en parle aussi longuement, c'était vraiment pour vous mettre un petit message d'alerte, un petit disclaimer. Attention, où est-ce que vous vous situez, et essayer de faire en sorte de vous situer du côté où les gens quand ils vous voient arriver dans le port, ils sautent pas en stress, en panique de leur bateau, mais au contraire ils vous accueillent avec un vrai sourire. Une fois que vous êtes amarré, ils attendent que vous vous posez, que vous finissez de fermer votre bateau, etc. Et là après on discute, on s'invite.